Vue du banc, le podcast pour comprendre le jeu, vous est présenté par PMU.fr. Salut à toutes et à tous et bienvenue pour le 13e épisode de la saison 7 de Vue du banc. Un épisode enregistré en ce mercredi 2 décembre 2020. Il est 23h49. Nous allons parler Ligue des Champions avec moi, Raphaël Cosmidis de l'équipe du Red Star de diplôme de coaching qui le font lever aux aurores. Salut Raphaël. Salut Christophe. Et donc des épreuves de coaching et des diverses choses que je ne comprends pas mais qui vont t'empêcher de faire le montage ce soir. Donc on va essayer de ne pas faire un épisode de 3 heures pour pas que je ne me couche au milieu de la nuit. Et également avec nous Florent Tonuti, l'homme le plus occupé du monde. Salut Florent. Salut Christophe. Qui travaille dans l'ombre du football mondial avec des responsabilités que personne n'imagine mais qui sont très importantes. Messieurs, nous enregistrons quelques dizaines de minutes après la fin du match entre Manchester et Paris. Une victoire de Paris 2-1 qui 3. Ne qualifie pas. 3-1, pardon. Oui, c'est vrai, j'ai noté 2-1 sur ma petite feuille, mais c'est effectivement 3-1 en fin de match. Raphaël, toi qui me corrige et qui a bien raison. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce match qui qualifie quasiment Paris, si je ne dis pas de bêtises, et corrige-moi si j'en dis une, même un match nul qualifierait les Parisiens, qui ont donc gagné 3-1 sur des buts de Neymar x2 et Marquinhos contre un but de Marcus Rashford. Ouais, alors une première chose, c'est que tu as cru que c'était moi qui t'avais corrigé alors que c'était Florent, ce qui confirme la remarque de pas mal de gens qui nous écoutent qu'on a des voix assez ressemblantes, Florent. Ouais. Que je ne comprends pas parce que j'ai l'impression que c'est pas du tout vrai dans la réalité, mais... force est de constater que même Christophe qui nous parle tous les jours est d'accord. Donc, c'est une première chose. Et sur le match de Paris, Christophe, tu disais oui, un match nul les qualifierait. C'était ça ta question? Oui, bon, c'était un lancement tout à fait bateau qui te permettait de partir dans toutes les directions que tu souhaitais. Oui, sans m'en donner vraiment. Aujourd'hui, là, ils sont premiers parce qu'ils ont l'avantage sur la diff particulière sur Manchester, notamment grâce à ce but à la fin, qui sera peut-être plus important que prévu. Et vu que Leipzig et Manchester vont s'affronter, en effet, s'ils font nul, ils passeront. Parce qu'ils ont aussi l'avantage sur Leipzig. Raphaël, si je peux me permettre, ce soir, ils ne sont pas premiers du groupe. Parce que c'est à 3. United, Leipzig et Paris sont à égalité de points. C'est le goal average à 3 qui compte et plus le goal average particulier. Ouais. Et à ce niveau-là, c'est United qui a l'avantage depuis qu'ils ont mis le 5-0 à Leipzig lors de la J2, il me semble. Ouais. Donc pour l'instant, en gros, lors de la dernière journée, si tout le monde fait match nul, c'est United qui finira premier du groupe. Et Paris deuxième. Et les Allemands troisième parce qu'ils ont pris ce 5-0 du coup terrible. Tout à fait. Plus de conséquences que prévu, que juste une défaite. Donc voilà, donc en attendant de savoir ce qui va se passer à la 6e journée, en effet, mais en tout cas en ballottage favorable. Et pour enchaîner sur le match, alors à la fois je suis personnellement satisfait parce que ça récompense un début de match. Et Christophe, après, t'as pas vu exactement les mêmes choses que nous, donc ce que moi en tout cas. T'étais moins satisfait de la performance des Parisiens que moi, Christophe. Ce que j'ai apprécié par rapport à tout ce qu'on a dit de ce club depuis des mois et maintenant presque des années dans Vue du banc, c'est la première partie du match, disons jusqu'à la 25e, 30e. Cette envie de défendre collectivement. Alors, c'était pas une activité exceptionnelle et torrentielle de la part de Mbappé et Neymar, mais au moins il y avait un replacement dans la ligne de 4 derrière Keane. Il y avait des efforts défensifs. Je me rappelle de Neymar qui à un moment s'arrache pour gratter un ballon dans son propre camp et je crois fait un tacle au sol où il pousse le ballon du pied pour que Paris la récupère. De Mbappé qui vient se replacer, qui fait des replis défensifs. Ça a pas duré tout le match, mais au moins on a senti que Paris là était prêt à sortir de ses habitudes un peu négatives. Alors c'est ce qu'on disait aussi de Paris depuis quelques temps, c'est qu'ils attendent les grandes occasions pour faire ça, et t'as pas de garantie que ça va durer et que ça va durer même tout un match. D'ailleurs, la deuxième partie du match le montre un peu. Mais sur ce plan-là, j'étais assez content de sortir de cette lassitude du PSG qui réalise un peu toujours les mêmes matchs et qui après regrette et est surpris de pas avoir des résultats rassurants. Bon là, sur le coup, sur le début du match, ça méritait récompense et j'avais peur qu'en fait, s'ils fassent ça, mais que ça ne paye pas, du coup, les mecs abandonnent complètement la prochaine fois. Bon, on pourra reparler de la deuxième période, mais en tout cas cette entame de match, je l'ai plutôt apprécié parce qu'on a vu tout ce qu'on aurait aimé voir lors des matchs précédents, notamment sans le ballon de la part de Neymar et Mbappé. Je sais pas ce que t'en penses, Florent, mais moi j'ai un peu de mal à m'enthousiasmer. Premièrement, parce que je trouve pas incroyable le fait que des gens qui ne courent pas beaucoup se mettent à courir comme le font à peu près tous les autres joueurs. C'est-à-dire que ça peut être souligné
parce que c'est quand même quelque chose d'important qui peut débloquer pas mal de choses du côté de Paris. Maintenant, c'est pas devenu des Cavani non plus, donc du coup, j'ai quand même du mal à m'enthousiasmer, mais aussi voilà, parce que j'ai peur que ils ne reprennent leurs mauvaises habitudes assez rapidement. Et ensuite, parce que ça a amené quand même une domination, notamment dans la possession. Je crois qu'au bout quart d'heure, ça doit être à 70-30. Enfin, je sais qu'il y a un 70-30, je sais plus exactement si c'est au quart d'heure, mais qu'il n'y a pas non plus un déluge d'occasions et que finalement, le temps fort de United en début de seconde période t'amène 3 fois plus d'occasions que Paris sur des périodes de domination qui, je vais pas dire étaient totalement stériles, mais n'étaient pas incroyables dans leur intensité. Ouais, après, je te rejoins, enfin, je suis un peu entre vous deux, c'est-à-dire que j'ai du mal à considérer la bonne période du PSG comme durant vraiment sur la première demi-heure. Pour moi, ils font une très bonne entame, même s'il y a 2 menaces à 0-0 de transition qui ne sont pas jouées ou pas vues par United, où là je me dis, oula, ça aurait pu très mal tourner ces premières minutes. Il y a ce but de Neymar et je pense que derrière, en prenant tout ce qui s'est passé sur les semaines précédentes du PSG, il y a ce souci, je pense, de vouloir contrôler le tempo et le fait de monopoliser vraiment le ballon, comme tu le disais Christophe, et d'arriver en effet, je crois que c'était au quart d'heure de jeu à 70% de possession. Je pense que c'était aussi lié à cette envie qu'avaient les Parisiens de contrôler au maximum le rythme du match et le plus longtemps possible. Et en fait, à partir du moment où ils ont commencé à reculer, c'est-à-dire au quart d'heure de jeu, là, on a vu une deuxième partie où ils n'avaient plus vraiment le ballon et où ils ont subi, mais comme le disait Raphaël, là, on les a vus tous défendre ensemble. Mais en fait, moi, sur la première mi-temps, ayant vu ce qui s'était passé en championnat face à Bordeaux lors du week-end précédent, je me disais que pour Paris, ça va être un contre-la-montre après l'ouverture du score. C'est-à-dire que il va falloir qu'ils bouffent un maximum de temps avant d'arriver sur la deuxième période où ils risquent d'avoir des difficultés parce que sur tous les derniers matchs quasiment sur ces dernières semaines, ils ont à chaque fois eu de grosses difficultés en deuxième période sur le plan physique. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que lorsque United égalise, je me dis que ça va être très compliqué pour Paris. Et tu rentres dans cette deuxième période, il y a cette réussite sur la barre de Cavani et sur cette première moitié, enfin ce premier quart d'heure de deuxième mi-temps qui est très très compliqué pour Paris. Ça encaisse des transitions. Cavani touche la barre, Martial a 2 occasions de marquer. Et en fait, il y a ce petit regain, ce petit miracle avec le but de Marquinhos qui sort un petit peu de nulle part, même si sur les 2 minutes précédentes, Paris a une occasion avec Bakker qui découle du changement, avec son entrée en jeu, enfin le double changement même. Et ensuite, il y a ce rouge qui leur donne quasiment le reste du match. Mais voilà, je pense aussi que dans l'approche parisienne, il y avait aussi beaucoup de choix qui ont été faits en fonction de la forme et avec l'envie de gérer au maximum le physique et de rendre Paris pertinent pendant, entre guillemets, ou cohérent pendant 90 minutes et pas revivre la deuxième mi-temps qu'ils avaient vécu face à Bordeaux, par exemple, en championnat. Raphaël, qu'est-ce que tu vois de différent entre le moment où Paris est plutôt bien sur la première partie du match, on évoquera la dernière ensuite, et la suite où Manchester reprend petit à petit le contrôle du jeu et se crée de vraies situations? Est-ce que pour toi c'est lié à un changement de Manchester? C'est souvent lié aux deux, mais plutôt Manchester qui monte en puissance, ou Paris qui arrête de faire certaines choses et qui est trop dans la gestion et qui se repose sur un bloc médian, mais qui en fait devient un bloc bas parce que Paris n'arrive pas à mettre l'intensité qui rend les blocs médians pertinents. Ouais, mais c'était même plus de la gestion, parce que alors j'ai pas vu le match contre Bordeaux, mais j'ai vu quelques images et vidéos que vous avez postées sur notre conversation, et il y avait des séquences qui ressemblaient, où Paris perdait le ballon ou allait vite vers l'avant, Neymar et Mbappé n'arrivaient plus à revenir ou ne voulaient plus revenir. Difficile de savoir avec eux parce que d'un match à l'autre, les attitudes sont très différentes, et même d'une mi-temps à l'autre. Donc c'est vrai que cette théorie du physique que Flo a proposé, et qui est même proposé en cours de match, où il disait c'est presque un contre-la-montre pour Paris, et peut-être vrai, sachant qu'au retour de la première mi-temps, avec cette pause là de 15 minutes, peut-être qu'ils ont souffert au retour et que derrière ça a été dur de faire les efforts, mais j'ai l'impression que les occasions de United, elles sont surtout sur cette période-là. Alors il y a celle de Cavani, le piqué, je crois que c'est sur cette période-là. Je sais pas à quelle minute c'est exactement, mais je le situe entre la 45 et 55 à peu près. Ouais. Dans l'ordre, en fait, avant le piqué de Cavani, il y a le premier tap-in de Martial
sur la très belle action avec Cavani qui donne à Rashford, qui percute, qui centre dans la surface, et Martial au deuxième gêné par Florenzi. Ça vient avant le piqué de Cavani. En fait, entre en gros la 45e et la 60e minute, il y a 4 tirs pour Manchester, dont les 2 plus grosses occasions de Martial et les 2 occasions de Martial et le piqué de Cavani. Ouais, je pense que c'est cette période-là, Christophe, qui t'a refait vivre un pari très moyen et complètement déséquilibré. Et c'est vrai qu'à ce moment-là du match, tu te dis, ah bah voilà, ils ont fait une bonne entame de match où ça courait, où ça défendait. Et puis ça y est, on retrouve le pari qu'on a vu ces dernières semaines, ces derniers mois, qui n'est pas organisé, que ce soit avec ou sans ballon, qui défend à 6-7 maximum, avec Neymar et Mbappé complètement détachés. Et du coup, forcément, tu vas prendre des transitions parce que Verratti, Paredes et Danilo n'ont pas forcément le volume pour couvrir tout cet espace-là, ni le profil. Et derrière, tu es obligé de défendre en reculant. Et quand tu défends en reculant, tu peux prendre des ballons soit proches de ta surface, comme le but de Rashford finalement, où Diallo et Kimpembe sortent à 2 sur Wan-Bissaka, je crois. Et puis d'autres situations où en transition, tu vas... Et avant, le but de Rashford, c'était même avant ça. Mais c'était à la 32e, il y a déjà ce bloc bas un peu déstructuré. Et puis début de deuxième période où tu manges les transitions. Donc il y a eu ces 2 aspects-là du mauvais PSG qu'on a vu. Et je pense que le début de deuxième période très moyen, c'est surtout ça. C'est que tu n'arrives plus à te replier collectivement à 10. Et que forcément, après, tu es vite déséquilibré. Heureusement, ça ne rentre pas pour le PSG. Et j'étais en train de regarder d'ailleurs en même temps la map, la carte des expected goals qu'a posté Michael Calais, spécialiste de ça. Et je voulais vous quizer là-dessus. Je sais pas si vous l'avez vu, j'espère que non. Christophe, toi qui a pas vraiment aimé Paris ce soir, tu donnes quoi comme XG sur les 2 équipes? Je sens que du coup ça va aller totalement à l'inverse de ce que je dis. Oui. Je sais pas, un 50 pour Paris, et en plus le dernier but va forcément booster, et un 20 pour Manchester. On est à 1 pour Manchester et 2,6 pour Paris. Ce que je trouve étonnant aussi. Mais Paris, c'est en 3-4 tirs, je crois, où tu as vraiment énormément. Parce que Marquinhos, elle est énorme. Neymar, à la fin, elle est importante. Bakker, il me semble qu'elle est assez importante aussi. Ouais, c'est limite la plus grosse de Paris avec le but de Neymar, le deuxième. Ouais. Mais je pense que l'occasion de Cavani, qui est une énorme occasion, elle est pas très valorisée par le modèle. C'est un petit carré à l'extérieur de la surface, il me semble que c'est ça. Et du coup, ça fausse un peu parce que on sait que c'est une grosse occasion une fois qu'on a vu le tir, mais c'est une position de tir qui n'est pas forcément très forte dans le modèle. Mais sachant que, il la prend comme ça, mais même s'il tire au sol, il peut marquer, quoi. C'est même pas les occasions où tu es obligé de mettre le lob, sinon il n'y a pas but. Le modèle, je pense, ne valorise pas forcément le fait qu'il y a un 1 contre 1. Parce que tu peux la jouer de pas mal de manières différentes. Alors je pense qu'il fait quand même plutôt le bon choix, mais je veux dire, c'était pas les situations où t'es un peu coincé assez loin du but. Mais bon, j'entends ça. En fait, moi, ce qui m'embête dans la lecture du match, c'est que j'ai du mal à beaucoup valoriser la remise en route de Paris, parce que cette remise en route, en fait, on l'a fait débuter 2 minutes avant le but, avec en gros plus ou moins au moment de l'entrée de Bakker. Et Bakker fait cette frappe, il obtient le corner, et du coup il y a but sur le corner, et il y a rouge quasiment dans la foulée. Et en fait, j'ai du mal à juger la maîtrise parisienne sur une période où il y a 11 contre 10. C'est-à-dire, peut-être qu'elle aurait eu lieu effectivement, mais j'ai du mal à dissocier cette remise en route du fait que l'adversaire se soit un peu sorti du match tout seul avec Fred. Elle est intéressante, je trouve, parce qu'elle intervient quand même à un moment où, en plus sur le moment le changement, je me dis pourquoi faire rentrer Bakker, qui est individuellement un joueur qui est peut-être le plus en difficulté à ce niveau-là de compétition, sachant que t'avais une base à 4 qui sur la première mi-temps avait été solide, mais elle est tellement déséquilibrée en deuxième quand les 3 de devant font moins d'efforts et se replient pas. Verratti, Pereira et Danilo et Paredes n'arrivent plus à basculer sur la largeur, et du coup t'es complètement perdu. Que cette idée d'avoir au moins une base de 3 centraux, 2 pistons qui vont travailler, et tes 2 milieux de terrain qui vont rester un peu plus stationnaires. Alors je sais pas exactement les stats, mais sur la période entre le changement de Bakker et l'expulsion de Fred, je pense que Paris regagne vraiment la possession, et en même temps à 2-3 opportunités. Alors que quelques minutes avant, vraiment, tu te disais, ok, ça va faire 2-1 pour Manchester à ce rythme-là. Donc c'est vrai que c'est un échantillon assez court, et tu dis, bon, peut-être que Manchester, quelques minutes plus tard, on va trouver une réponse à 11 contre 11. Et après, il y a cette expulsion de Fred que tu vois venir à des kilomètres, et qui vient sur ma faute préférée.
que je continue d'évoquer sur la prise de balle ratée un peu longue et le mec qui essaie de se rattraper et qui du coup passe tout près de découper un gars. Donc je comprends ce que tu dis, Christophe. Après, c'est vrai que l'échantillon est tellement court mais en même temps tellement intense que il y a les deux versants de l'analyse qui sont possibles. Ouais, c'est très court, c'est 5 minutes. Il y a 39 ballons touchés côté PSG, 28 ballons touchés côté United, quoi. C'est pas non plus, c'est pas non plus énorme. Après, moi, je retiens quand même que ce changement-là et ce système-là en 3-5-2, Tuchel a aussi fini le match de la même façon face à Leipzig. Et je pense que lorsqu'il le fait, je sais pas s'il se dit en le faisant, Bakker va avoir une occasion dans 2 minutes de marquer. Par contre, je pense qu'il se dit ça va nous sécuriser pour les 25 dernières minutes. Parce que moi, le souvenir que j'ai de la fin de match quand même face à Leipzig, c'est une partie qui s'enlise. Côté allemand, ils ont de moins en moins de solutions. Ça fait rentrer Sorloth, etc. Mais il y a pas vraiment de grosses occasions pour Leipzig dans les dernières minutes du match. Ou en tout cas, j'en oublie peut-être une, mais je me rappelle pas d'un Leipzig qui pousse vraiment ou qui fait beaucoup de choses pour mettre Paris en difficulté. Et je pense que le choix que fait Tuchel à ce moment-là, c'est de se dire si je reste comme ça, on ne tiendra pas. Et donc, je vais retrouver ce système plutôt sécurisant, en effet, avec 3 centraux, 3 milieux de terrain, avec du coup à ce moment-là du match, il me semble Paredes, Verratti et Ander Herrera qui rentrent. Et puis devant les deux qui se débrouilleront pour essayer de marquer ou de faire une différence et de permettre de gagner, de voler le match sur la fin. Et Herrera remplace Paredes à ce moment-là, Flo, et Danilo repasse dans un rôle plus de milieu alors qu'il est souvent décroché entre les centraux jusque-là en possession. Oui, pardon, le 3-5-2, c'était Diallo, Kimpembe et Marquinhos derrière, c'est vrai. Avec donc Danilo, Verratti, Herrera. Mais ouais, je pense que l'idée, c'est ça, c'est de retrouver cette structure qui, face à Leipzig, avait plutôt réussi à bien fermer les trucs et assurer le nul qui les maintenait en vie, plus ou moins. Ils auraient moins eu leur destin en main qu'avec la victoire, évidemment. Et se dire que peut-être sur un coup, ça allait bien tourner. Mais je crois que le choix, c'était vraiment ça, parce que quand tu vois en effet les 20 premières minutes, comme on le disait, c'était vraiment à l'avantage de United. Et il fallait qu'il fasse quelque chose. Et je pense qu'il a fait ce choix avant tout pour retrouver la sécurité qu'ils avaient un petit peu ressentie, je pense, sur la fin de match contre Leipzig. Parce que finalement, c'est quand même assez rare sur les derniers mois et les dernières semaines que Paris vive 15-20 minutes en fin de partie plutôt tranquille sur le plan défensif. Donc je pense qu'il a voulu retrouver cette structure. Et après, les aléas du match ont fait que ça a particulièrement bien tourné et très très vite en plus. Surtout, pardon Christophe, sur l'effondrement par des deux attaquants sur le plan défensif, ce que disait Flo, de mettre Neymar et Mbappé dans l'axe. Bon, ils défendent plus, ils peuvent plus trop courir quand on perd le ballon. Autant que ce soit dans l'axe, mais très haut, et qu'on ait derrière au moins 8 joueurs pour compenser leur non-effort. Justement, on avait une question à ce propos de Ghislain Correa qui nous demande: le 3-5 Ney-Mbappé n'est-il pas la meilleure solution pour jouer en Ligue des Champions, avec Florenzi moins exposé, 3 derrière dans le secteur où tu es le mieux fourni, et la flemme des 2 devant qui est moins pénalisante? Alors moi, personnellement, je pense que dans des matchs où tu voudras être réactif, etc., je pense que c'est un système qu'on retrouvera. Je ne sais pas si on le retrouvera d'entrée de jeu, parce que Paris doit pouvoir proposer autre chose et faire mieux. Maintenant, dans les moments où Paris traversera des temps faibles, souffrira un petit peu, je ne serais pas surpris que ce soit un système qu'on revoie, en effet, parce que sur les 50 minutes maintenant où on l'a vu en Ligue des Champions, en tout cas face à Leipzig, il avait peut-être ressorti sur les matchs précédents, mais je ne m'en rappelle pas. Mais sur ces minutes-là, certes avec la moitié du temps passé à 11 contre 10, avec le match contre United, mais j'ai trouvé ça assez concluant. Je pense que tu peux faire un truc cohérent en laissant les deux un petit peu faire leur truc devant. Ça peut être une solution et un truc que tu sors dans des contextes particuliers où tu t'attends à souffrir. Ouais. Raphaël, qu'est-ce que tu penses de cette solution, sachant que j'ai l'impression que le cas du système parisien n'est vraiment pas, avec cet effectif-là, un truc que tu vas trancher définitivement et qu'il faudra dans tous les cas avoir une certaine flexibilité? Ouais, je me pose la question de qui jouera sur les côtés si c'est dans un système comme ça. Alors si en effet c'est sur un plan de jeu assez réactif et que tu défends dans ton camp, ça peut être Bakker. Si
Si c'est dans un plan, si c'est un match où tu as besoin d'aller jouer un peu plus haut, bon là il a été bon sur quelques minutes, mais je sais pas si sur un plan de jeu où il va falloir qu'il cavale dans le couloir dans les deux sens, ça va être possible. Alors que je pense que Florenzi, ce serait parfait pour lui, pour le coup. Il t'apporterait beaucoup et il aurait pas besoin d'être en couverture au second poteau, sur les ballons et de gérer tout seul un ailier, ce qu'il a plutôt bien fait un moment où il a rattrapé Martial, ce qui l'a un petit peu gêné. Mais après, sur l'association au milieu de terrain, est-ce que Danilo, du coup, dans un rôle où il peut plus décrocher entre les centraux pour être tranquille, il serait encore pertinent? Tu vois, sur un 3-5-2 comme ça, est-ce que tu continues de le faire jouer? Ou est-ce que tu dis, bon, bah, dans un rôle comme ça, je vais mettre trois milieux qui peuvent jouer un peu plus haut entre les lignes, recevoir sous pression, et pourquoi pas Paredes, Verratti et Herrera? Parce que Danilo, une fois qu'il joue dans un rôle où Casemiro, mais qui peut plus descendre, bah, qu'est-ce que t'en fais derrière? Et ça, je le trouvais intéressant sur la première période, et puis la deuxième période, en possession, il apportait pas grand-chose. Une question également sur une individualité. Il y en a plusieurs. Pourquoi? Alors celle-là elle est un peu méchante, mais ça va permettre d'évoquer son cas. Question de Brice Dufour. Comment expliquer que Mbappé prenne toujours la mauvaise décision, aussi bien avec ballon que sans, sachant qu'il y en avait une autre, la crème anglaise, qui l'appelait Kevin Monet Mbappé, donc ce qui n'est pas très gentil. C'est pour Raphaël, du coup. C'est pour Raphaël, même si pour Raphaël, on rappelle que Kevin Monet-Paquet, c'est Marco Asensio. Non mais c'est ces trucs hors contexte qui vont me faire passer pour le pire anti-madrilène. C'est difficile à savoir parce que quand on avait parlé la première fois de Mbappé dans nos podcasts, on était choqués, Flo, et interpellés par son intelligence de jeu. Et... Oui, sa capacité à faire les bons choix, justement. Ouais, les bons choix, les bons déplacements, pas que pour lui, mais pour ouvrir des espaces parfois aux partenaires. Et là, sur les transitions du PSG, alors il fait le bon choix sur le troisième but, en lançant Rafinha dans la surface. Mais c'est vrai que sur le reste, sur les transitions, il demande de moins en moins dans l'espace, même quand c'est, que ce soit même pour lui finir ou pour ouvrir l'espace à un partenaire. Je sais pas, je suis un peu perplexe devant cette évolution. Je sais pas si c'est dans la tête, mais sur le plan confiance, psychologie, ce truc de lui répéter qu'en Ligue des Champions, il n'a pas de performance à la hauteur, ou si c'est dans cette idée de vouloir être plus, qu'on avait déjà mentionné lors des podcasts équipe de France, vouloir être plus à la création qu'à la finition, de devenir un joueur plus complet et plus varié que ce qu'il faisait avant. Je cherche la raison entre ces deux choses-là, et peut-être le fait qu'il n'est pas dans un collectif qui est très fonctionnel non plus, et que Mbappé et Neymar, les deux, ont beaucoup de choses à faire. Mais c'est vrai que c'est dommage de voir un joueur qui paraît moins intelligent dans ses décisions à maintenant 22 ans, alors qu'il était à 16-17 ans en avance sur des mecs de 5-6 ans plus âgés que lui. Je t'avoue que je suis complètement perdu et même triste de voir ça parce que ça commence à se répéter dans le temps. Et en plus, il y a aussi quelque chose où là, je vais parler de Mbappé, mais je vais parler aussi de Neymar, qui certes fait encore un sacré match, mais qui, sur certaines transitions, notamment lorsque le PSG évoluait bas, et si tu es amené dans la saison à avoir un plan de jeu plus réactif en Ligue des Champions, il faudra beaucoup mieux jouer les transitions et savoir quand est-ce qu'il faut faire un appel en profondeur ou attendre et prendre la balle dans les pieds. Et Neymar, 2-3 fois dans ce match, il y a des moments où le jeu lui demande un appel et de la profondeur, et généralement il va attendre à chaque fois la balle dans les pieds, et c'est du temps perdu. Et là aussi, Neymar dans la MSN était un joueur de transition assez exceptionnel, parce que justement il savait les moments où il fallait attendre dans les pieds et demander dans les pieds, ou bien surtout faire les appels en profondeur lorsque Messi avait la balle par exemple et qu'il fallait faire l'appel depuis l'aile gauche et rentrer intérieur. Et j'ai l'impression là aussi que le changement de statut en passant du Barça au PSG et en passant de numéro 3, voire numéro 2, allez peut-être, à numéro 1, il y a aussi ce truc-là où sur les transitions, il attend plus le ballon plutôt que d'offrir des courses aux autres. Et à ce niveau-là, si Paris veut être vraiment une équipe dangereuse en Ligue des Champions dans la continuité et sur l'année 2021, on va dire, vu que là ils semblent bien partis quand même pour se qualifier. Il va falloir que Mbappé et Neymar améliorent énormément leur entente et leur lecture de ces phases de jeu-là, et sortent un petit peu de cette envie de vouloir absolument mener la transition, quand parfois le jeu demande à laisser Keane ou laisser un autre joueur avoir la balle et lui proposer quelque chose dans l'espace.
Et si Paris réussit à trouver un rythme et réussit à s'améliorer sur ces séquences de jeu-là, le problème étant que sur le championnat, c'est difficile d'être dangereux en transition quand tu es le PSG parce que tu auras le ballon la plupart du temps. Mais c'est quelque chose qu'ils vont vraiment devoir améliorer parce que je pense qu'en Ligue des Champions, vu l'effectif et vu comme ils sont armés aujourd'hui, c'est plus avec en effet un plan de jeu réactif qui risque d'aller loin plutôt que de priver je sais pas quelle autre grosse équipe du ballon, quoi. Donc ouais, ils peuvent priver personne de ballon vu les décisions prises par les leaders techniques de ton équipe. Il n'y a pas de gestion du tempo. C'est très vertical une fois que tu as reçu le ballon et très individuel, une prise d'initiative. Donc je suis d'accord avec toi, Flo. Et sur ce que tu disais sur Mbappé et Neymar, quand tu as parlé d'envie, je pense que c'est hyper important parce qu'on n'est pas dans leur tête, donc c'est difficile d'analyser ces choses-là très précisément. Mais leur gestion des transitions et comment ils les jouent, j'ai l'impression que c'est plus un problème d'ego qu'un problème d'intelligence de jeu. C'est-à-dire qu'ils ont envie de faire la base, d'être à la base, de créer, d'être au départ de cette équipe, d'être le leader technique de cette équipe, et du coup, les deux vont demander dans les pieds pour faire cette différence par la passe, par le dribble, plutôt qu'avoir des rôles différents, quitte à être à moins briller, tu vois. Enfin, c'est le ressenti que j'ai en regardant les matchs et en regardant l'évolution des deux, parce que je peux pas croire que ces deux joueurs soient bêtes. Ils ont déjà montré 1000 fois qu'ils l'étaient pas, qu'ils soient un peu chauds, notamment dans l'analyse des émotions, dans la gestion des temps forts, temps faibles, notamment Neymar, oui, mais enfin, la théorie, ces mecs-là manquent d'intelligence de jeu, j'arrive pas à y croire. Et tu vois, le troisième but qui marque, c'est une attaque rapide, parfaitement menée, et c'est ce genre d'attaque, malheureusement, ils en ont qu'une dans ce match, quand dans une partie comme ça, ils devraient réussir à s'en créer 3, 4, 5. Ouais, pas forcément à tout convertir, mais à mener les transitions intelligemment sur 80 mètres jusqu'au bout, quoi. Ouais, mais c'est Rafinha qui fait la course décisive au final. Oui, bien sûr. Après, il leur faut un troisième homme de toute façon pour mener ça à bien. Généralement, Maria l'était à un moment. Ouais. Les transitions, ça fonctionne souvent avec des trios. On l'a vu, Mané, Firmino, Salah, etc. Alors le troisième, le PSG. Ouais, le PSG peut avoir un troisième homme changeant selon Rafinha, selon Keane, selon je ne sais pas qui d'autre. Mais l'idée étant que c'est les mener jusqu'au bout. Normalement, c'est le taf en effet des deux autres. Et ce taf-là, je pense, n'est pas assez accompli. D'ailleurs, en première mi-temps, je trouve anormal que Paris n'ait qu'une situation de transition sur toute sa phase où il laisse un petit peu le ballon à United. Raphaël, est-ce que tu vois des ajustements possibles sur des positions? C'est-à-dire que là, tout ce que tu évoques, c'est un peu de l'intelligence du QI foot, quoi, en gros, et de l'intelligence émotionnelle aussi pour faire les bons choix en fonction des affinités, de la manière dont tu valorises ou non les qualités de tes partenaires. Là, il y a par exemple la crème anglaise justement qui nous parlait au-delà du surnom de Kevin Monet-Mbappé, il nous parlait de fixer pourquoi pas Mbappé sur le côté droit avec des appels dans les half space. Est-ce que tu penses que le positionnement peut jouer et faire évoluer certaines relations techniques si par exemple tu décides de toujours mettre Neymar axial et de toujours mettre Mbappé sur le côté, que du coup si tu veux tu forces un petit peu certaines relations qui soient un petit peu toujours sur des appels en profondeur parce que l'un sera un peu délocalisé de la construction des actions, etc. ou de fait, puisque ce sont les deux éléments les plus talentueux, peu importe ce que tu feras, ils seront amenés à être un petit peu attirés par le ballon, à se délocaliser, et au final, ce sera difficile un petit peu d'anticiper leur mouvement. Le scénario 1, c'est un peu ce qu'on a vu quand même au Final 8, notamment sur les matchs où Paris a joué en losange avec Neymar en faux neuf. Ouais, mais t'avais pas Mbappé sur le premier, quoi, c'est ça. Ouais. Mais c'était un peu ce qu'avait imaginé Flo, je crois. Il disait ouais, j'aurais bien aimé voir ce losange, ce Neymar en faux neuf, avec Mbappé et un mec qui court à la place de qui c'était ce soir-là, Icardi et Sarabia peut-être. Sarabia, ouais. Mbappé rentre vraiment en toute fin de match. Donc c'était ça qu'on aurait aimé voir, ce serait Mbappé et Di Maria qui le faisait il y a 1 an et demi, 2 ans, ces courses-là que Mbappé et Neymar faisaient pas parfois. C'était parfois lui qui proposait le plus de profondeur sur les matchs. Alors je sais pas s'il en a encore envie, s'il en est encore capable là, fin 2020, parce qu'il va avoir 34 ans en 2021, Di Maria, c'est un 87. Donc à voir. Que maintenant il y a des mecs qui à 39 ans sont parmi les meilleurs joueurs du monde, donc pourquoi pas. Mais oui, après on en revient toujours à la même chose, c'est est-ce que ces mecs-là vont accepter d'être
entre guillemets cantonné à un rôle de joueur sans ballon. Et j'ai l'impression que l'évolution de Mbappé au fil des années montre que lui a de plus en plus envie de se rapprocher du ballon, de le recevoir, de le toucher, plus que d'être ce joueur d'espace, de mouvement, de déplacement. Et ça, je pense que c'est... Alors il y a beaucoup de problèmes sur le plan défensif pour le PSG, mais sur le plan offensif, c'est un des problèmes majeurs, c'est que beaucoup de monde on reçoit dans les pieds, que peu reçoivent dans la profondeur, et que même les attaquants qui jouent sans ballon ne sont pas forcément d'énormes attaquants de profondeur. Peut-être que Keane le deviendra vu sa puissance et son volume, mais Icardi ne l'est pas, Sarabia ne l'est pas vraiment. Quand il est très bon à Séville, c'est plus en ayant le ballon dans les pieds. Donc je sais pas. Et sur la question des ajustements, tu vois, si on imagine le plan 3-5-2, hein, mais on continue, c'est pas forcément ça qui va être choisi. Mais du coup, qui tu mets au milieu qui va à la fois pouvoir t'apporter de la projection et qui en même temps va équilibrer l'équipe derrière Neymar et Mbappé s'ils sont un peu détachés du truc. Rafinha. Mais est-ce qu'il va le mettre est-ce qu'en termes de volume de jeu, il va pouvoir jouer, sachant que ce serait quoi avec Paredes et Verratti? Ouais. Est-ce que Paredes, Verratti, Rafinha, ça va tenir si Neymar et Mbappé devant sont un peu en dilettante? Moi, j'ai celui dans lequel j'ai le plus de doutes dans ces trois-là, c'est Paredes. Pour le coup, c'est moins Rafinha parce qu'en plus dans ce côté projection, je pense. Bon, après lui, il a tout un problème. Enfin, c'est un joueur qui a aussi souvent été blessé, etc. Mais je pense que jouer ce genre d'utilité au milieu de terrain, il sera plus capable, surtout pour apporter dans la projection et dans le dernier tiers. D'ailleurs, il l'a montré ce soir sur sa passe décisive. Il sera plus capable qu'un mec comme Ander Herrera, quoi. Il sera plus complètement. Mais je sais pas si Tuchel ira avec un milieu à 3 derrière Mbappé et Neymar, hein, qui défendent à l'envie, avec un milieu à 3 où finalement tu as Verratti, Paredes, Rafinha, et dont Verratti et Rafinha qui n'ont pas d'énorme volume de jeu, même si Verratti est bien meilleur défensivement qu'on ne le pense. Paredes n'a pas un énorme volume non plus, mais comme il découpe 2-3 mecs par match, tu as l'impression qu'il est là. Il est fait expulser aussi. C'est vrai qu'entre lui et Fred, le match aurait pu tourner aussi. Tu vois. On parlait des occasions, mais sur le côté qui va se faire expulser le premier, il y avait bagarre là aussi. Mais c'est vrai que le Rafinha a un rôle intéressant à jouer parce que je vois pas d'autres mecs dans l'effectif, à part fantasmer comme souvent le Di Maria relayeur, ou pourquoi pas Sarabia. Ce serait l'autre option, mais ça a jamais été tenté sur plusieurs matchs de suite au PSG. À noter que, alors c'est un peu improbable, mais dans tous les résumés que je regarde des différents matchs, il y a parfois des joueurs dont je me dis, bon, ils sont soit un peu cramés, soit jeunes, soit finalement pas si bons, mais il y a des profils qui colleraient parfaitement. Et quand je vois ce que fait un Gervinho à Parme, ou à, je sais pas, doit avoir 34 ans, peut-être 34-35, où il continue à prendre tout le temps la profondeur. Il a encore marqué un doublé, dont un but et une barre transversale en prenant la profondeur avec Parme sur le dernier match. Je me dis, c'est qu'un joueur comme ça, qui était très doué dans ses jeunes années, enfin qu'il est toujours, mais sur l'aspect dribble ou autre, ait réussi à vouloir faire cette évolution mentale. Alors je comprends que Mbappé et d'autres veuillent plutôt se responsabiliser ballon au pied, parce que généralement c'est ce qui t'installe encore plus comme un grand joueur que d'être un mec qui va dévorer les espaces. Mais il y a vraiment un coup à jouer, parce que j'ai l'impression que contrairement à il y a quelques années, le fait de prendre la profondeur, c'est un peu ce qui peut te permettre, quand t'es un joueur bon, de devenir un joueur très bon et très utile pour des clubs d'un niveau supérieur. Et c'est vrai que ça me manque à Paris, mais ça manque à pas mal d'autres clubs. Parler un petit peu de l'adversaire quand même. La crème anglaise nous dit comment expliquer le non-remplacement de Fred à la mi-temps. Je pense que Solskjaer a perdu un pari. Qu'est-ce qu'on peut dire, Florent, de cette équipe de Manchester qui donc, alors même si on sera pas tous d'accord sur le pourcentage, mais on peut estimer qu'elle a dominé entre 30 et 40% du match, et que sur cette temps de domination, si Martial est un peu plus adroit et si Bruno s'est un peu mieux joué au football sur ce match-là en tout cas, cette équipe-là peut prendre 1 ou 2 buts d'avance. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de cet adversaire qui part quand même favori, je trouve, pour se qualifier pour la suite aux dépens de Leipzig? Oui, je pense qu'ils partent en effet favoris. Après, qu'est-ce qu'on peut dire? Je pense en fait que eux aussi, ils étaient dans la gestion en première mi-temps, parce qu'ils savaient aussi que Paris avait des soucis en deuxième. Je ne serais pas surpris que l'approche de United, ça a été, parce que j'ai l'impression, des souvenirs que j'ai du match aller, qui sont quand même allés chercher Paris moins haut qu'au Parc.
ou au parc avec leur système où ils avaient Rashford, c'était Rashford, Martial et Bruno qui faisaient une ligne de 3 qui allait chercher beaucoup plus haut que ce soir où c'était un 4-4-2 plus bloc médian avec Cavani et Bruno en première ligne et Rashford et Martial sur les côtés. Donc j'ai l'impression que United était plus prudent dans l'optique d'attendre la deuxième mi-temps pour faire la différence. Et j'ai presque envie de dire que à un Martial près, le pari est gagné sur le début de la deuxième mi-temps, parce que je ne sais pas si au moment du possible but de Martial, si on bascule à 2-1, je ne sais pas si Paris a les ressources pour aller en mettre un et revenir dans le match, ou en tout cas reprendre la maîtrise de la rencontre. Donc il y a ce souci-là. C'est-à-dire on passe peut-être d'une séquence où on dirait Solskjaer a très bien géré le match, il a attendu la deuxième mi-temps et que Paris craque comme ils ont craqué dans les matchs précédents pour faire la différence, et ils l'ont fait au bon moment. Donc là il y a ce manque de réalisme qui les met dedans, et c'est vrai que Martial ce soir fait une prestation assez catastrophique, surtout si tu compares à Rashford de l'autre côté, qui au-delà de son but a été le mancunien le plus actif du quatuor offensif. J'ai bien aimé aussi le match de Cavani, mais il a touché moins de ballons. Et ensuite, il y a ce coaching désastreux, absolument désastreux. J'ai pas d'autres mots, surtout que c'est pas comme si sur le banc de touche, Solskjaer n'avait pas de milieu de terrain capable de remplacer Fred. Quand t'as Pogba, voire Van de Beek sur le banc, et que t'as un Fred qui, dès la 23e, doit se faire expulser déjà sur son coup de boule, ou en tout cas, je pense qu'il aurait pu se faire expulser par pas mal d'arbitres, et est miraculé à la 23e, et peut se faire expulser quelques minutes plus tard, parce que il laisse quand même bien traîner la jambe sur Paredes, lorsque Paredes le tacle, et prend d'ailleurs son carton dessus. Je comprends pas qu'au retour des vestiaires, Fred soit encore sur le terrain, mais ça c'est. Enfin, j'ai l'impression qu'il n'a pas fait un changement que tout le monde du football qui était devant ce match se disait non mais c'est pas possible, ça peut pas tenir. Et puis finalement, en fait, au début de deuxième mi-temps, ça se passe bien pour United, donc on voit plus Fred, on n'y pense plus trop. Et en fait, dès qu'il y a le premier moment du match où il y a une bascule un peu dans le sens du PSG avec ce but de Marquinhos, dans la minute qui suit, tu revois Fred en mal et il prend son deuxième jaune et le match est terminé, parce qu'après tu coaches dans la réaction, tu perds Rashford sur blessure aussi. Enfin bref, après t'es complètement foutu sur la fin de match. Mais oui, cette gestion du match, je pense que si Martial réussit à mettre une de ces deux occasions, Solskjaer sort peut-être de cette rencontre avec des applaudissements. Mais là, quand tu vois la gestion de Fred qui reprend le dessus, après, tu peux pas. C'est pas défendable, quoi. Non mais c'est l'occasion, Christophe, et je te laisserai la parole sur un de ceux-là après, de dire que Manchester est un peu en train de saccager les milieux de terrain de ces dernières années, puisque Herrera est arrivé en étant un joueur de foot et est reparti en étant le mec du marquage individuel de Mourinho. Alors ça allait éclater, tant mieux pour lui. Pogba est arrivé en sortant d'une très belle saison à la Juve. Bon, depuis, il est même plus titulaire dans un club où Fred et McTominay le sont. Fred au Shakhtar était un joueur hyper complet qui jouait dans le Shakhtar je crois que c'était encore Paulo Fonseca à l'époque. Il me semble que c'est la dernière année qu'il fait là-bas, ou l'avant-dernière année, où il est très bon, il fait une belle campagne de Ligue des Champions, on le voit faire des matchs super, milieu ultra complet, à la fois technique, City le voulait, et il devient pareil un destructeur qui rate ses prises de balles. Et il y a Donny Van de Beek, Christophe, qui est venu faire ses 10 minutes hebdomadaires. Je suis sûr que ça t'a plongé dans une tristesse profonde. Mais franchement, de voir l'évolution des milieux de terrain à Manchester, et après on pourra parler peut-être un peu de Bruno. Tu vas parler de Bruno. Qui a un cas vraiment particulier. Mais je trouve ça dommage parce que les mecs repartent avec des images qui n'ont rien à voir avec celles qui étaient la leur juste avant d'arriver dans ce club. Ouais. Pour Donny, c'est terrible. C'est que, alors, je sais pas s'il est aussi bon que j'aimerais, que je le visualise et que j'aimerais qu'il le soit. Mais entre la première saison, la saison où l'Ajax fait demi-Ligue des Champions, où c'est une espèce de faux numéro 10 qui va faire des appels assez fuyants, et la saison dernière où souvent il jouait limite à la place de De Jong, alors il n'a pas fait que ça, mais en numéro 6 relanceur, il peut vraiment faire beaucoup de choses en fait. Donc c'est-à-dire que il peut être une solution au problème de plein d'équipes, et c'est vraiment le joueur idoine. Alors,
j'entends que certains soient peut-être plus spécialisés et meilleurs que lui pour être pur 10, pour être pur 6, etc. Mais il peut jouer sur 3 hauteurs de poste différentes, voire même 4 dans l'axe, et de ne lui trouver aucune place, ça m'embête un petit peu, même si j'entends que McTominay, Fred puissent avoir une complémentarité, hein, mais de toute façon, dès le départ, on l'a dit, je sais plus si c'était sur les gratuits ou sur les podcasts payants, mais on a tous trouvé que ce transfert n'avait absolument aucune logique parce qu'il ne répondait à aucun besoin de Manchester, et qu'il allait marcher sur les pieds de Bruno et Pogba, qui déjà se marchent eux-mêmes sur les pieds, puisqu'il y en a qu'un des deux qui est titulaire en ce moment, et c'est l'ami Bruno Fernandes-Raphaël. Non, mais j'ai du mal à... Il a des stats énormes et exceptionnelles pour un milieu de terrain. Alors, il faudra relativiser, parce que la moitié de ses buts depuis qu'il est arrivé à Manchester sont des pénaltys. Là, il a 7 buts en Premier League, il y a 3 pénaltys, et l'an dernier, il avait fait 8 buts, 4 pénaltys. 8 buts donc 4 pénaltys, je précise. Certes, il y a cette saison au Sporting où il fait 20 buts, 13 passes D. Il y a aussi 6 pénaltys dans ses 20 buts. Il y a quand même encore pas mal de passes D cette saison. Il en met encore 3 en Ligue des Champions, des buts et une passe D. Et les stats sont toujours là, mais dans le jeu, je trouve que alors, c'est un peu son style, mais dès qu'il reçoit le ballon, c'est dernière passe. Et après, bon, sur le plan défensif, il n'est pas très présent. Parce que pourquoi pas, on aime bien les numéros 10, on a écrit un bouquin dessus, et pourquoi pas ce truc d'être un peu moins présent sur le plan défensif. Mais je sais pas, il y a un mélange entre sa prise de risque que je trouve parfois pas du tout dans le tempo de ce que son équipe fait. Et c'est pas un meneur de jeu en fait. C'est un mec de dernière passe. Je parle de numéro 10, mais en fait, c'est pas vraiment un numéro 10. C'est je reçois le ballon, est-ce que je peux trouver un mec lancé dans la profondeur? Et même s'il n'y a pas forcément le bon appel, je vais la tenter. Et je pense qu'il y a telle prise de risque, et c'est un parti pris, que forcément au moment ça va passer. Et d'ailleurs, son pourcentage de passes réussies est assez faible pour ce profil-là, ce qui n'est pas forcément négatif. Mais j'ai du mal du coup à évaluer son niveau réel et intrinsèque. Est-ce que tu pourrais lui demander d'organiser le jeu de ton équipe de manière plus rationnelle, et pas toujours dans cette idée de claquer une passe qui va envoyer un attaquant dans la profondeur? Je trouve que, tu vois, on comparait les numéros 10 à travers les époques récemment. On le fait tout le temps d'ailleurs. Mais malgré ces stats, je trouve que c'est à des années-lumière de ce que pouvait faire Özil en début de décennie, où tu avais à la fois la gestion des transitions, tu avais des bons choix, tu avais des prises de balles sous pression, tu avais la lecture du jeu, le jeu dans le tempo, des mouvements, des fausses pistes. Je trouve Bruno vraiment pas unidimensionnel, mais on dit souvent monomaniaque dans ce podcast, et c'est rare de voir des monomaniaques de la passe D, mais lui il est vraiment. Et du coup, dans les matchs comme ça où ça ne colle pas, où ça marche pas, la performance peut passer vite de 8 sur 10 à 4, 3 sur 10. Florent, j'ai l'impression que ce serait le joueur parfait si tu remontes dans le temps pour jouer notamment dans le Nantes de Suodo et dans ce foot d'époque où finalement ça pouvait partir plus souvent d'un but à l'autre, la possession était moins importante, et voilà, si le fait d'avoir des joueurs de dernière passe était finalement beaucoup plus recherché que maintenant, où le contrôle du tempo est quand même assez important pour justement bien gérer les temps forts, temps faibles. Petit teasing très bien, très fin de la part de Christophe. Oui, c'est vrai qu'il a ce côté, comme le disait Raph, ce côté monomaniaque de la dernière passe. Et si tu veux le rapprocher de Nantes, on peut parler déjà de Jafet Endoram, qui le faisait très bien, et peut-être même mieux. Mais c'est vrai que sur ce match-là, et dans ce Manchester United-là, il y a en fait aucun joueur qui va contrôler le tempo. Quand lui tombe en effet dans cette recherche quasi absolue de la dernière passe et du décalage, derrière, c'est pas Fred, c'est pas McTominay qui vont permettre à United de contrôler le tempo, de s'installer haut sur le terrain et d'avoir un petit peu vraiment la maîtrise de la rencontre. Et d'ailleurs, c'est une équipe qui vraiment atteint son meilleur niveau, plus dans les matchs qui s'emballent, où ça va pouvoir jouer des transitions pour lancer Martial, pour lancer Rashford. Mais quand il faut construire et trouver des solutions face à des blocs un petit peu resserrés, qu'il faut faire preuve de patience, là, ça devient plus compliqué. C'est vrai que Bruno a pas forcément cette qualité-là. C'est vraiment, pour faire le schéma, c'est vraiment un 10 de dernier tiers, et pas le fameux 8-10 qui va pouvoir aussi contrôler le tempo, faire jouer les autres, faire preuve de patience, mettre des pauses dans le jeu pour permettre à l'équipe de respirer. Là, on rejoint à sa difficulté, aux difficultés qu'il peut avoir lorsqu'il est sous pression. Et c'est là aussi
que se pose la question de l'état de Pogba, parce que dans un match comme ça, le voir rentrer aussi tard aussi dans le match, et plus en réaction à un problème que quelque chose que réponse à un besoin de mieux contrôler le tempo. Enfin, j'ai du mal à. Je pensais qu'il entrerait à la mi-temps à la place de Fred. Bah oui, non, bah moi aussi. Je pense que tout le monde entier pensait qu'il allait entrer à la mi-temps. Et alors du coup, ça pose question soit sur son véritable état physique, est-ce qu'il y a vraiment un gros souci autour de lui, soit sur l'état l'état mental de son coach. Bon là, je vais loin, mais c'est vrai que c'est quand même très surprenant que Pogba n'entre pas en jeu plus tôt, sachant qu'il aurait pu sans doute, même sans trop forcer, face à un PSG moins armé pour presser et pour empêcher l'adversaire de jouer, puisque Neymar, Mbappé ont baissé de pied sur le plan défensif en deuxième mi-temps. Pogba aurait eu pas mal de latitude et d'espace pour organiser le jeu d'une position reculée. Et malheureusement, il entre, mais en effet beaucoup trop tard. Florent, clap de fin sur ce match. Quelques mots de Krasnodar-Rennes. Victoire 1-0 de Krasnodar, avec un but de notre ami Marcus Berg, l'attaquant suédois. Où je vais te lancer par une question. Tiens, je ne prends pas toutes les questions. Il y en a même plusieurs. C'est Alex Leuf qui nous dit « Rennes a les mêmes soucis depuis 2 mois et pourtant le plan de jeu de Stéphane ne semble pas changer. Pourquoi ?» Oui, c'est vrai. Maintenant, qu'est-ce qu'il a comme solution pour changer ce plan ? Là, on va revenir peut-être sur le mercato et certains choix qui ont été faits, mais aujourd'hui, en début de saison, l'équipe était intéressante parce qu'elle avait un milieu qui fonctionnait bien avec Nzonzi, Bourigeaud, Camavinga qui étaient en pleine forme. Là, on est 2 mois après, on va dire, avec un Camavinga qui revient de blessure, mais qui est en difficulté quand même depuis son retour de blessure après la trêve internationale. Il n'est pas du tout sur la même forme que sur le début de saison. C'est presque rassurant vu son âge, qu'il ait des périodes un peu plus compliquées, mais en ce moment ça va pas. Donc Rennes peut moins s'appuyer sur sa capacité à casser des lignes et à faire des différences individuelles en résistant à la pression, en fixant plusieurs adversaires, enfin tout ce qu'il a pu montrer sur la première partie du championnat. Du coup, quand tu perds ça, et qu'à côté de ça, tu n'as plus d'ailier en mesure de faire la différence parce que tu as vendu Rafinha et parce que à côté de ça, des mecs comme Doku dévoilent qu'ils ont énormément de travail à faire pour devenir des joueurs pertinents, capables de faire des différences de manière régulière sur un match, sachant que Doku n'en fait pas forcément une seule sur ce match-là. Ça t'enlève quand même beaucoup de choses, à part le fait de réussir à créer des décalages par des combinaisons, par du jeu de passe, mais là aussi, tu as l'impression qu'il y a quand même pas mal de joueurs qui sont dans le dur sur le plan physique, qu'il y a moins de courses, qu'il y a moins de propositions, qu'il y a moins d'appels. Tu perds aussi Guirassy, qui était un point d'ancrage hyper important, et on l'avait repéré quand même dès les premiers matchs de Ligue des Champions de Rennes, que Guirassy allait avoir un rôle capital. Il a eu du mal au fil de la compétition et tu l'as perdu sur blessure. Donc voilà, tu as perdu beaucoup d'armes. Il y a des joueurs qui sont dans un creux. Et je pense que le fait qu'il n'y ait pas forcément de grande variété au niveau des profils dans l'effectif fait que Stéphane est un peu enfermé dans le plan qu'il avait de base, mais en ayant perdu les points forts qui le faisaient fonctionner sur les 2 premiers mois de la saison. Pardon. Raphaël, on me dit dans mon oreillette que tu as envie de dire quelque chose sur Jérémy Doku dans ce podcast, puisque à l'écrit, tu nous le dis à peu près toutes les heures depuis plusieurs semaines. Ouais, toutes les heures. À chaque fois que je vois Doku, en tout cas. Non, mais je suis d'accord avec ce que disait Flo. Il le disait poliment sur le fait qu'il n'était pas prêt pour faire des différences de manière régulière. Alors, à ce niveau de compétition, parce qu'il avait démarré le championnat belge avec des stats assez folles en très peu de journées, notamment 7 passes D, je crois. Mais là, depuis qu'on l'a vu avec Rennes, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions, je trouve qu'il est extrêmement brut. Mais vraiment. C'est-à-dire qu'il a 18 ans et il joue comme un mec de son âge. Parfois même un tout petit peu moins. C'est-à-dire il a une fréquence d'appui incroyable. Et je crois que Julien Maumont, notre grand ami, est sage de le comparer à Raheem Sterling sur certains aspects. Il y a un peu de ça, notamment dans la morphologie aussi. Qui est assez rebondi, on va dire, mais qui est explosif quand même. Mais dans les prises de décision, pareil, dans la gestion du tempo, j'ai l'impression qu'il joue toujours à 3000. Je sais pas si c'était pareil ce soir, j'ai pas vu le match contre Krasnodar à part quelques extraits,
mais j'ai l'impression il alterne jamais le changement de rythme. Il a toujours le même rythme explosif, à fond, ce qui peut être intéressant parfois, mais il n'y a pas d'alternance entre un peu plus de calme et d'un coup une explosion, et d'un coup une accélération. Et dans les matchs comme ça de Ligue des Champions, le niveau demande souvent d'analyser assez vite ce dont a besoin l'équipe. Tu peux plus faire des différences individuellement comme tu peux le faire dans d'autres championnats. Et là, je le trouve extrêmement brut. Alors, il a 18 ans, c'est normal. Il doit avoir quoi, une saison et quelques de Jupiler dans les jambes. Je sais même pas s'il joue toute la saison dernière en Belgique. Christophe, qui connaît bien, tu nous diras. Mais c'est vrai que du coup, le transfert départ de Rafinha, arrivée de Doku, je pense qu'il pourra être payant d'ici 1, 2, 3 ans. Mais là, à très court terme, pour la phase de Ligue des Champions de Rennes, c'est assez terrible, alors qu'on avait bien aimé leur début de saison, notamment certains matchs, que ce soit en Ligue 1 ou Ligue des Champions, il y avait des choses intéressantes. Mais là, clairement, ils ont beaucoup de joueurs pour qui c'est trop tôt, et peut-être certains pour qui c'est trop tard. Mais là, c'est sur le... Doku, je pense qu'avec les appuis qu'il a, tu peux en faire un joueur incroyable. Mais aujourd'hui, tactiquement, il a beaucoup de choses à apprendre, que ce soit avec ballon ou même sans ballon. On l'avait vu défendre, alors je sais plus sur quel match de Ligue des Champions on l'avait vu défendre, peut-être Séville, peut-être Chelsea, où il n'est pas non plus prêt pour défendre dans un bloc équipe où il y a des règles sur quand sortir, sur qui sortir, quelle est ta zone, comment communiquer à l'intérieur d'une zone, il y a beaucoup de choses. Oui, et pour juste répondre à ta question, il a vraiment une seule saison. La première, il y a 2 saisons, il fait 6 entrées en jeu pour une petite centaine de minutes en Jupiler League, donc on peut considérer qu'il y en a en gros une saison de haut niveau derrière lui dans les pattes. Florent, une dernière question, parce qu'on va pas non plus faire extrêmement long sur Rennes. Malheureusement, le match n'avait pas un enjeu fou, et en plus, sur le déroulé du match, la défaite est quand même assez logique sur le rapport de force. C'est Ewen BZH, donc un breton, qui enchaîne 2 questions. 2 tweets parce qu'il avait une réflexion assez longue. Que pensez-vous des choix de Stéphane de vouloir continuer de jouer avec un bloc haut malgré de vraies lacunes de mobilité et de vitesse chez les 3 joueurs de derrière, entre parenthèses Da Silva, Nzonzi, Niamsi? On peut voir que récemment les contre-attaques ont fait très mal au Rennais, et il ajoute dans un deuxième tweet: on parle quand même ici de Berg, pivot de 34 ans, qui met à mal la défense rennaise en profondeur. Et c'est vrai que vu comme ça, c'est un petit peu embêtant comme constat. Ouais, le but encaissé est en effet embêtant. Après, c'est aussi dans d'autres matchs, ils se sont fait avoir face à Angers sur des séquences comme ça assez répétées où la défense était prise dans le dos. Mais ce bloc haut, tu peux le tenir si, je vais reprendre, c'est Claude Puel, je crois, qui en parlait. Sur le pressing. Je ne sais plus quelle interview, où il disait, si tu vas presser le porteur et que tu ne laisses pas ajuster ce long ballon, normalement tu dois pas avoir de difficultés. Puyol et Piqué, c'est pas les défenseurs les plus rapides. Alors évidemment, je prends un exemple extrême, mais le Barça était capable de tenir une ligne haute parce que le porteur censé faire la passe était toujours cadré, voire pressé, et n'avait pas le temps d'ajuster son ballon dans le dos. Et ça, c'est un truc quand même qu'a perdu Rennes sur les rencontres qui ont suivi, la Ligue des Champions et même les entre matchs de Ligue des Champions, puisque je parlais de la défaite face à Angers, ils se font avoir sur une histoire de ce genre-là, et je pense que ça, c'est un vrai souci pour les Rennais, et je pense que tu peux régler ce problème-là si tu vas chercher plus haut, et soit tu mets une ligne de deux joueurs pour aller presser, soit tu fais sortir tes relayeurs plus loin sur le terrain. Et ils l'ont fait parfois, mais je ne sais pas en fait si c'est un problème physique, de répétition des efforts et de gestion nécessaire des efforts dans cette période un peu compliquée où les matchs s'enchaînent toutes les semaines, à coup de 2 matchs d'ailleurs par semaine. Du coup, tu peux moins presser, moins aller chercher haut, et donc tu gères. Et ce bloc médian qui y va sans y aller se retrouve en difficulté. Ou bien si c'est un vrai choix, je pense que le côté gestion et le fait que cette équipe ne peut peut-être pas faire ses efforts et ce pressing longtemps. Et le truc, c'est que s'il recule ce bloc d'une dizaine ou une vingtaine de mètres, le souci, c'est est-ce que Rennes aussi est armé pour être une équipe pertinente, très, très forte en transition. Là aussi, j'ai un doute. Même si tu peux imaginer
un quatuor offensif qui pourrait l'être avec, je sais pas, avec Guirassy que tu sollicites en appui, Kamavinga qui peut sortir de la pression et des ailiers qui peuvent prendre la profondeur. Sachant que Nyang, logiquement, doit faire du bien quand il sera enfin apte. Je sais pas s'il l'est actuellement, mais à jouer 90 minutes. Ouais. Mais le truc, c'est que ce schéma-là où tu te retrouves face à un adversaire qui va t'obliger à reculer, en championnat, Rennes n'a plus forcément le statut de l'équipe qui peut jouer comme ça, en fait, et attendre l'adversaire. C'est une équipe qui doit prendre l'initiative. Donc, du coup, c'est un petit peu... Enfin, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'il n'y a pas forcément de solution parce qu'il n'y a pas forcément de variété dans les profils et il n'y a pas de joueur qui peut t'apporter quelque chose qui va te permettre de sortir de ce cadre un peu difficile et cette mauvaise passe qu'il faut traverser. Raphaël, toi, de ton côté, tu as vu un autre match que celui-ci, qui n'était pas à la même heure, qui était la veille. C'était le match entre Liverpool et l'Ajax. Une victoire 1-0 de Liverpool avec un petit cadeau de la part de Onana, le gardien de l'Ajax, et un but de Curtis Jones. Au-delà du score, nous n'avons pas vu ce match avec Florent. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce qui s'est passé sur le terrain, qui apparemment était assez intéressant? Oui, bah Michael Cox avait écrit un article sur, je crois, le match Ajax-Atalanta, ou Atalanta-Ajax, je sais plus, qui avait été très intéressant sur pourquoi c'était peut-être le football du futur que ce match-là. Et c'est vrai que, genre, je pense que c'est l'Ajax qui provoque ça, pardon. Même si on est dans un groupe, là, ce groupe-là, où il y a beaucoup d'équipes qui sont en avance, ou en tout cas bien dans leur temps, entre l'Atalanta qui est tout le temps dans le mouvement, qui presse beaucoup, Liverpool qui presse aussi, avec beaucoup plus de zones que l'individuel de l'Atalanta, mais qui pareil a des idées intéressantes avec ballon, et l'Ajax qui ressemble à nouveau pas mal à l'Ajax de 2018-2019, étant tombé sur un top groupe, et l'Ajax défendait quasiment en losange, puisque c'était une équipe avec des ailiers et Tadic en faux neuf, mais les ailiers, Neres et Anthony qui est un espèce de copier-coller un peu plus explosif que Ziyech, peut-être moins créatif par la passe. Les ailiers sortaient sur les défenseurs centraux de Liverpool pour les forcer à jouer à l'intérieur, un peu comme ce que font d'ailleurs Salah et Mané sur certains matchs. Et du coup, les deux équipes en fait s'orientaient vers l'intérieur du jeu et cherchaient à sortir de cette pression avec des passes en une touche, des diagonales vers les latéraux. Donc du coup, c'était intéressant de voir ces deux équipes-là défendre de la même façon. L'Ajax suivait tous les décrochages des joueurs de Liverpool, donc ça finissait souvent avec des 1 contre 1 contre Mané, contre Salah, contre Jota, des joueurs qui recevaient un ballon entre lignes sur un appui soutien et qui étaient du coup face au jeu, contre des défenseurs qui maintenant devaient défendre la profondeur et qui, une fois qu'ils avaient récupéré le ballon, pouvaient tout de suite attaquer avec une transition. Enfin, c'était un match sur un rythme très intense, je pense dans la lignée de ce qui s'était passé contre l'Atalanta. Match hyper agréable, et au-delà de ce qu'a fait l'Ajax avec le ballon et de la réponse de Liverpool qui a été de passer du coup beaucoup par les côtés et par Salah de haut jeu notamment, qui a pu garder ces ballons-là, ou par Mané qui a attaqué la profondeur et attaqué par le dribble les défenseurs de l'Ajax, notamment Schurz. Je sais pas si je le dis bien, Schurz, je sais pas. Schurz, oui. Mais qui est très bon. Et bon, peut-être que l'Ajax aurait dû garder Botman pour associer les deux en défense centrale, parce que Daley Blind ne va pas non plus jouer encore beaucoup d'années. Mais au-delà de ça, c'est vraiment ce qu'a fait l'Ajax avec le ballon qui m'a intéressé. Pas forcément parce que c'est révolutionnaire ce qu'ils font, c'est un jeu où il y a beaucoup de passes courtes, beaucoup de jeux en 1-2 touches et du mouvement et de la liberté, mais c'est vraiment une espèce de sérénité, de confiance que les joueurs ont quand ils ont le ballon, et ça va de Onana jusqu'à Tadic en pointe. Onana, tu parlais de son cadeau à Liverpool, c'est sur un centre long de Nico Williams qui finit au deuxième poteau, voire au troisième, mais Curtis Jones arrive à le remettre alors qu'Onana a laissé le ballon passer. C'est fort ce que fait l'Ajax, parce que des joueurs qui viennent d'arriver, je parlais d'Anthony, des joueurs qui sont là depuis longtemps, des joueurs qui ont des parcours différents, montrent la même assurance, la même sérénité avec ballon, et je pense que ça c'est diffusé à la fois par les dirigeants du club, par l'entraîneur Ten Hag, mais vraiment par tous les échelons du club, où l'idée c'est que quand on joue, on va jouer avec une confiance en soi, avec la capacité à se retourner balle au pied, avec cette idée de jamais paniquer sous pression. Et ça, Onana le fait très bien derrière, les centraux le font très bien, Schurz il part faire des percées balle au pied de 30-40 mètres. Davy Klaassen, que vous avez peut-être oublié
parce que son passage à Everton a marqué personne. Et il me semble qu'après, il est reparti en Allemagne, je sais plus. Il n'avait pas été prêté. Je dirais Wolfsburg, Ouais, sans voilà. certitude. Ou Werder, un club en Ou vert. Werder, ouais, un des deux. Je confonds toujours les deux avec les maillots vert et blanc. Il était reparti en Allemagne. Bon, tout le monde l'avait un peu perdu de vue. Et là, il joue à l'Ajax. Et c'est un super joueur qui se retourne balle au pied, qui fait des différences par la passe, qui se projette, qui a eu les meilleures occasions pour l'Ajax contre Liverpool là. Franchement, c'est un régal de les voir jouer. On les avait un peu, pas oubliés, mais moins regardés la saison passée. Et puis là, ça revient très fort. Et il y a un dernier match Ajax-Atalanta lors de la 6e journée. Et j'en viens à souhaiter que l'Ajax passe, alors que l'Atalanta est une équipe dont on parle beaucoup depuis que Gasperini est là-bas. Mais vu ce que montre l'Ajax et le potentiel et la fraîcheur revenue, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux joueurs qu'on découvre, les Schurz, les Anthony, Neres qui est toujours là et qui maintenant a un rôle un peu plus important. Il y a vraiment beaucoup de... Il y a Gravenberch aussi. Gravenberch que j'oubliais, ouais, qui est bien parti pour être un 8 important de la décennie à venir. Franchement, Onana qui est toujours bon au pied. Bon, c'est dommage que personne n'aille le chercher finalement. Non, franchement, c'est hyper intéressant et ce groupe-là était vraiment, vraiment top. Je pense que sur le plan du jeu, c'était le meilleur groupe avec des équipes qui cherchaient à être protagonistes souvent, avec des joueurs nouveaux qu'on découvre, des joueurs toujours aussi performants. Franchement, super groupe. Alors Midtjylland a un peu souffert, même s'ils ont réussi à embêter l'Atalanta. Mais vraiment, je suis content d'avoir suivi Liverpool parce que ça m'a permis du coup de voir à la fois l'Atalanta et l'Ajax. Florent, est-ce que tu as envie de parler du match remporté par Marseille face à l'Olympiakos ? Le truc, c'est que quand j'ai vu le match hier, je me suis dit je vais pouvoir faire un petit laïus dessus, mais en fait ma mémoire vive, ou du moins pas très vive, les a vite effacé les quelques notes que j'avais pu prendre dans ma tête sur ce match-là, donc j'ai plus forcément assez de billes pour en parler. Après, dans mon souvenir, il gagne le match, hein, c'est ça ? Oui, c'est ça, doublé de Payet contre un but de Mady Camara, dont tu nous répètes depuis des semaines qu'il a une grande qualité, c'est la frappe à mi-distance, enfin en tout cas à une vingtaine de mètres, et bien sûr il a mis le but que tu annonçais. Oui, alors c'est aussi Julien qui l'avait pas mal vu et qui, en préparation du premier match, et malheureusement pour lui, Mady Camara n'avait pas joué le premier match, mais oui, c'est quand même assez surprenant ce but encaissé où tout le monde va vers le joueur qui est dans la surface, je ne sais plus qui est le passeur décisif, et oublie Mady Camara qui est quand même à l'entrée de la surface au niveau de l'arc de cercle. Donc voilà, et puis il y a ce retard derrière. Non, après, Marseille qui sortait quand même d'un bon match face à Nantes, samedi, sans doute leur match le plus pertinent et le plus réussi depuis le début de saison, puisque c'était une victoire assez tranquille et avec un système pas inintéressant, notamment un Rongier en 6 très disponible et qui permettait à l'équipe de trouver des solutions. Là, contre l'Olympiakos, il n'y a pas forcément eu confirmation. L'équipe s'en tire sur 2 penalties obtenus grâce à la VAR, qui y sont, hein, mais je pense que à chaque fois, ce sont 2 penalties très évitables pour l'Olympiakos. Donc voilà, ils s'en tirent bien, ils sont encore dans le coup pour la Ligue Europa, tant mieux pour eux, même si peut-être que c'est pas ce que voulait Villas-Boas. Il faudra quand même qu'ils fassent mieux que l'Olympiakos lors de la dernière journée en se déplaçant à Manchester City, donc c'est pas non plus gagné. Je sais plus d'ailleurs s'ils se déplacent ou s'ils reçoivent. Je crois que c'est à City, mais c'est à City, il me semble. Donc voilà, ça va être un petit peu compliqué. Mais non, une victoire qui met fin à leur série, mais ouais, en termes d'enseignement, il n'y a pas forcément de confirmation des bonnes choses qu'on avait vues contre Nantes. Après, l'adversaire était légèrement au-dessus, mais voir Marseille aussi ballotté, s'en tirer par la petite porte face à l'Olympiakos, qui n'est pas non plus une équipe hyper armée en termes de talent, à part peut-être Ruben Semedo en défense, et encore qui a été moins intéressant qu'au match aller. C'est pas non plus très rassurant, mais on verra. Hein. De toute façon, ça va être pour eux, c'est vraiment du match après match pour voir s'il y a des progrès ou pas. Et je crois que ce week-end, ils vont à Nîmes, qu'on verra s'ils arrivent à confirmer face à des Nîmois qui sont pas bien du tout. Il y a un truc positif qu'il faut dire sur l'OM, Christophe, c'est que Villas-Boas a réussi à gagner un match et éviter le ridicule, je vais arriver à parler, mais en restant 4e du groupe et ne pas se qualifier pour l'Europa League dont il voulait pas.
Oui, et puis Porto se qualifie pour les. Bon, ça dépendait pas de ce match, mais Porto se qualifie. Lui, vu le début de campagne, il évite le ridicule, même si je pense qu'il aurait préféré gagner un match un petit peu plus tôt dans la campagne. Et malgré tout, ouais, visiblement, il a pas envie de faire la C3 parce que ça pomperait de l'énergie pour pas grand-chose. Même si je vois pas trop le projet, mais bon, pourquoi pas. La gestion parfaite, alors, du coup. Bah ouais. C'est-à-dire, c'est dans le semi-marasme, je sais pas comment tu peux appeler la situation de Marseille actuellement. Finalement, il s'en sort très bien parce que le parcours en championnat est loin d'être dégueulasse. D'ailleurs, c'est Sedia qui nous disait Lyon et Marseille qui performent en Ligue 1 est-ce la défaite du jeu des projets de jeu clairs. Leur classement met-il en avant la faiblesse de la Ligue 1 Ça m'embête toujours de faire des 1+1 égale 2 sur des trucs où enfin, j'arriverai pas à le formuler, mais en gros, c'est pas toujours corrélé ce que tu fais en milieu de semaine et le week-end, et parfois c'est plus circonstanciel que logique. Autant là, je pense que quand même il y a des facteurs qui sont pas super encourageants, même si on va pas refaire l'histoire de la Ligue 1, mais le fait que Marseille soit bon au niveau des résultats sur une compétition et pas dans l'autre, je pense que ça dit quand même quelque chose. En fait, ce qui est fou avec Marseille, là je vais plus parler de la Ligue 1, même si bon, c'est une digression dans cet épisode, mais ils sont quand même 6e et potentiellement leader du championnat s'ils gagnent leurs 2 matchs en retard. C'est pas gagné, hein, c'est face à Lens et Nîmes, il me semble. Nice, pardon, les 2 matchs en retard. En étant 17e aux expected points pour l'instant. Ce qui est assez catastrophique. Le truc, c'est que ce qui se passe et les points qu'ils ont réussi à gratter en début de saison en étant catastrophiques et en gagnant des matchs en ayant un tir dans le match ou un tir cadré, je sais plus, c'était à Strasbourg, je crois. Un tir, ouais. Bon, qui était cadré du coup, mais c'est que ces points bonus là, si Marseille confirme après sa bonne perf contre Nantes, confirme dans un deuxième bon match face à Nîmes et confirme ensuite dans d'autres rencontres du championnat, ils auront un petit matelas de points bonus qu'ils auront gagné en début de saison. S'ils commencent à tourner positivement sur le plan du jeu et qu'il commence à y avoir de la manière, ils vont avoir ce matelas-là qui risque de les amener plus haut que ce que les expected goals prévoiront en fin de saison, quoi. Donc là, Villas-Boas, si vraiment il a trouvé une formule face à Nantes et qu'il arrive à la reconduire sur la durée, ils vont devenir très dangereux et très ennuyeux pour des clubs qui n'auront pas eu cette réussite pendant un quart du championnat maintenant. Florent, je reste avec toi. Il y avait 2 matchs importants dans l'un des rares groupes où il y a encore de l'enjeu après cette journée, mais même avant, puisque déjà il y avait pas mal de trucs où c'était plus ou moins plié. C'est le groupe Shakhtar, Real, Gladbach, Inter, où le Shakhtar bat le Real 2-0. Des buts de Solomon et Dentinho, et la victoire 3-2 de l'Inter sur la pelouse de Gladbach avec un doublé de Plea côté Gladbach et les buts de Darmian et doublé de Lukaku côté Inter. C'est très serré avant la dernière journée, on va pas s'amuser à faire des mathématiques. Les gens savent qu'il y a pas mal de variables et que tout le monde peut se qualifier, tout le monde peut être dernier de poule. Est-ce que tu as aperçu un petit peu ces matchs-là, notamment le match du Shakhtar? Il y a quelques questions notamment sur l'effectif du Real. Je trouve que c'est un truc qui revient quand même assez souvent, sur notamment El Loco, avec un arrobase que je n'arrive pas à lire, il y a trop de lettres, ou Pavre, que peut faire Zidane avec l'effectif dont il dispose en ce moment. Il y a des questions aussi sur Gladbach, est-ce que Gladbach peut être éliminé? Qu'est-ce que tu as pensé de ce que tu as pu apercevoir? Je sais pas si tu as vu tout avec attention, mais je sais que tu as notamment vu la fin de Shakhtar Real. Oui, avec un Real en grande difficulté face aux transitions du Shakhtar, un Real aussi en grande difficulté simplement pour être dangereux face à un adversaire qui en avait pourtant pris 10 en 2 rencontres face à Gladbach. D'ailleurs, Antonio Conte, après le match de l'Inter, a dit que la meilleure équipe du groupe, c'était Gladbach, et que voilà, ils avaient réussi finalement à battre la meilleure équipe du groupe selon lui. Non, ouais, le Real sur ce match-là face au Shakhtar, il domine, il rentre bien dans le match. Ils peuvent même ouvrir le score. Je crois que c'est Asensio qui touche un poteau très vite en première période. Et puis finalement, tu as l'impression d'une équipe qui baisse de pied au fil du temps et tu sens de plus en plus que ça peut s'ouvrir pour le Shakhtar. Et en plus, ils vont encaisser ce premier but qui les met vraiment dedans parce qu'après, c'est quasiment porte ouverte pour le Shakhtar qui a d'autres opportunités de
transition, mais ce premier but sur un fameux Christophe. Oui, contre de corner. Et alors je suis désolé si pour certains ça devient un gimmick, mais je continue à penser que c'est un angle mort du foot qui est un gros problème. Et au-delà du fait qu'il y ait un but, c'est ce que je martèle, c'est-à-dire qu'à la limite la conclusion c'est une chose. Le fait est que le Real avait concédé jusque-là une seule occasion et que le Real dominé arrivait quand même à se procurer des situations, voire des occasions dans le jeu, et qui sont quand même montés en nombre sur ce corner, et qu'au final sur un seul dégagement de la tête après le corner où tout le monde se projette, t'as une situation de supériorité numérique pour le Shakhtar, alors t'as encore 70 mètres à remonter, mais qui est une situation que dans le jeu le Shakhtar n'arrivait jamais à se procurer, mais même pas un dixième de ça, quoi. Donc c'est-à-dire que voilà, le fait que à la limite ça va au bout, mais c'est parce que à la fin je trouve que le Shakhtar la joue pas super bien, mais t'as une espèce de bug de Ferland Mendy qui la remet, et Raphaël Varane qui tourne sur lui-même sans savoir où est le ballon. Mais je veux dire, il faut quand même mini concours de circonstances pour que ça termine en but. Mais le fait est que sur un dégagement de la tête et tout le monde qui anticipe, bah t'offres une supériorité numérique à l'adversaire, un adversaire qui sans ça, quand il avait la balle dans les pieds, n'arrivait pas spécialement à approcher ton but. Donc c'est vrai que j'ai toujours du mal à comprendre, à limite quand t'es un petit et que tu dois saisir ta chance, pourquoi pas, mais quand t'arrives à te créer des opportunités autrement, le fait de monter en nombre sur des corners où t'as moins de 10% de chance de marquer, j'avoue que je comprends toujours pas. Et ensuite ça change totalement de match, que le Real, au-delà du jeu, en fait je pense qu'il faut aussi le mentionner, Flo, c'est qu'il n'y a pas une force de caractère énorme finalement dans cette équipe, il n'y a pas spécialement de révolte, et c'est-à-dire que si ça passe ni par le jeu ni par une espèce d'état d'esprit comme c'était le cas sur le match aller face à Gladbach où ça met des ballons dans la boîte, ça se projette en nombre, c'est un peu voilà, c'est du foot un peu primaire de fin de match où il faut essayer de marquer, mais là-dessus t'as tout le monde qui va s'arracher pour essayer de renverser le truc. Là t'as quand même une forme de sentiment d'abandon qui est un petit peu gênante, je trouve. Ouais, de fatalité. Après, c'est pas l'histoire d'un homme, mais l'absence de Sergio Ramos, quand tu fais ce constat-là, elle est quand même très, très importante. Je sais pas quand est-ce qu'il est censé revenir, si le Real peut le récupérer dès ce week-end, parce que là, ils ont un enchaînement quand même avec le FC Séville à Séville, il me semble que c'est samedi après-midi, et derrière ce match décisif à domicile, entre guillemets, puisque ça sera au stade pas à Bernabéu, mais le petit stade là où il s'entraîne d'habitude, il me semble. Et ce match face à Gladbach, la meilleure équipe du groupe, et un Gladbach qui viendra, je pense, sans complexe, vu tout ce qu'ils ont fait jusque-là dans ce groupe, et sachant aussi le match aller où le Real s'en sort quasi miraculeusement. Donc dans ces deux rencontres où il risque de se faire pas mal bousculer, c'est vrai que cette absence de caractère montrée face à Donetsk, voire dans d'autres matchs, contre Alaves, je sais pas ce qui s'est passé, mais ça finit quand même par mal se passer. Ouais, il s'est pas passé grand chose, hein. C'est pas, c'est-à-dire que le Real de fin de post-reprise confinement, fin de saison dernière, elle aurait gagné 1-0, mais dans l'absolu, il n'y a pas de scandale, parce que dans le jeu, il n'y avait pas grand chose. Ouais, mais là l'absence de Ramos, je pense qu'elle pèse très très lourd, et la vraie difficulté pour Zidane, qui se retrouve quand même je pense en grand danger si cette semaine se passe mal, c'est qu'il aborde une semaine sans doute capitale pour sauver sa tête, et il va peut-être le faire sans son meilleur joueur, sans le joueur qui a porté le Real sur l'année 2020, ou en tout cas depuis la reprise du confinement, quoi. Sachant, Raphaël, que Varane actuellement est en dessous de tout, hein. Je pense que si tu mets le rapport entre le nombre de situations laissées à l'adversaire et le nombre d'erreurs qu'il fait, c'est l'un des pires défenseurs en Europe, hein. C'est catastrophique, parce que tu as d'autres défenseurs qui font peut-être plus de bourdes, mais qui doivent défendre plus souvent. Là, le Real concède malgré tout pas tant d'occasions que ça, et il arrive à être mouillé très souvent. Et ça, c'est un problème qui va au-delà des failles dans son utilisation du ballon que tu pointes depuis pas mal de temps. Ouais, pour tout te dire, j'ai pas vu du tout ce qu'il a fait contre Gladbach. Non, Shakhtar, pardon. J'ai pas vu du tout le résumé, les buts, quoi que ce soit de ce match-là. Donc je te crois sur parole. J'ai lu des tweets disant qu'en effet c'était dans la lignée de ses performances précédentes. Et c'est marrant de voir, j'y pensais comme ça là, de voir que des champions du monde 2018 français titulaires, celui qui vit la meilleure période actuellement, c'est Giroud, alors que c'était déjà un des plus âgés.
Et du 11 français, Umtiti, Varane, très compliqué. Bon, Lloris, ça va encore. Pavard, ça va. Lucas Hernandez, Pavard, ça va pas trop mal. Le milieu de terrain, Pogba, c'est compliqué. Kanté revient de pas mal de blessures. Et à Chelsea, ne jouait plus tellement. Là, il revient plutôt bien. Matuidi, c'est fini. Matuidi, c'est fini. Mbappé, c'est compliqué en ce moment, malgré les stats. Griezmann, ça fait quelques jours que ça va mieux. Mais... Ouais, une semaine. Ça. Il a encore marqué là. Mais ça faisait 1 an et demi que c'était dur. Et Giroud, quadruplé en Ligue des Champions. Et même quand il joue moins, t'as l'impression que le mec arrive et marque. Donc mais c'est vrai que Varane, je vais pas en reparler parce que dans les 120, j'ai déjà été méchant avec lui, mais plus sur ce qu'il faisait avec ballon, là, ce qui est plus inquiétant, c'est ce qui se passe sans ballon, j'ai l'impression. Raphaël, je reste avec toi. J'espère ne pas te poser une colle. Quels sont les matchs à enjeu de la semaine prochaine? Parce que ça me fait penser qu'on avait, alors j'ai plus le tweet sous les yeux, je m'en excuse, la barre a défilé un peu trop vite, mais quelqu'un qui nous disait que on pourrait également parler de Ligue Europa et du club français faisant en gros honneur au foot français, et j'avoue que je ne serais pas forcément mécontent puisque j'écris sur les matchs de Ligue Europa du LOSC pour certains médias, et ça sera peut-être le cas, on verra semaine prochaine ou dans le futur, décaler pourquoi pas un épisode au jeudi soir, on verra. Mais qu'est-ce qui reste comme match à enjeu la semaine prochaine en Ligue des Champions? De tête, je crois qu'il y a donc il y a ce groupe qu'on a mentionné avec les 4. Il y a aussi un Lazio-Bruges ou Bruges-Lazio, je ne sais pas dans quel sens. Alors, je vais faire groupe par groupe. Groupe A, il y a une finale Atlético-Salzbourg, ou plutôt Salzbourg-Atlético, où il faut que Salzbourg gagne à domicile pour passer. C'est ça. Voilà pour ce groupe-là, sachant que Salzbourg peut... Bon, je pense pas que Moscou prendra les points contre le Bayern, mais Salzbourg peut terminer 4e et rater même l'Europa League en cas de défaite. Donc on a le groupe B. Ouais. Oui, voilà, c'est pour ça. Oui. Après, si le Bayern met des mecs qui sont du centre défenseur central d'habitude, qui les foutent piston gauche comme contre l'Atlético là, voilà, tout peut se passer. Après, le Bayern avec son équipe B, j'ai vu la première mi-temps, c'était pas très bon, mais en deuxième, ça accélère un peu. Et ils font match nul contre une équipe qui a, je crois, 7 victoires et 2 nuls en championnat espagnol à l'extérieur, alors qu'ils jouent avec tout le respect, hein, mais Choupo, Bounassar, Arembi, Moussiala, enfin voilà, c'est-à-dire que à la fois, je pense qu'ils vont mettre sur l'équipe B contre Moscou. Malgré tout, s'ils accélèrent un peu et qu'ils font rentrer Müller ou autre, ils peuvent le gagner. Oui. Groupe B, donc Gladbach, Shakhtar, Real, Inter, où là il y a 1000 scénarios possibles. Groupe C, c'est fini parce que c'est City, Porto. Groupe D, finale Ajax, Atalanta, ce qui sera pas mal non plus. Et je crois que c'est à 19h en plus, à vérifier. Et là, il faut que l'Ajax gagne, c'est ça? Oui, l'Ajax gagne parce qu'ils ont un point de retard sur l'Atalanta. Donc, très bien. Il faut aller gagner. Chelsea, Séville, donc le groupe E, c'est terminé. Krasnodar, Ligue Europa, Rennes, au revoir. Groupe F, finale entre Lazio et Bruges à Rome. La Lazio a 2 points d'avance, donc un match nul suffira. Donc ça devrait donner un match plutôt sympa parce que Bruges devrait emballer le truc. Dortmund peut finir premier ou deuxième, ça dépend ce qu'ils font contre le Zénith. Groupe G, c'est fini parce que Dynamo Kiev et Ferencváros sont à eux 2 points dans ce groupe-là. Mais ce qui serait drôle, c'est que les deux fassent match nul. Enfin, drôle. Que les deux fassent match nul au dernier match. Ce qui profiterait à Kiev, du coup, je crois. Ça dépend le nombre de buts. Bah, pour l'instant, ils sont à moins 10 et Ferencváros à moins 11. Mais je me rappelle plus. Oui, non, je parle sur la dish particulière. Ouais, je me rappelle plus. Ils avaient fait match nul, mais je sais plus combien. Vous me direz, vous chercherez pendant que je suis les groupes. Et donc, le groupe H, PSG, Leipzig, Manchester, avec une bataille à 3. Mais le PSG qualifié. Sauf défaite contre Başakşehir. Sauf défaite. Voilà. Très bien, messieurs. Et Lille est bien parti pour se qualifier en Ligue Europa, mais attention, parce que je ne sens pas très bien ce match face à Prague, alors que Nice doit battre les Leverkusen, je crois, par 5 buts d'écart ou 4, pour espérer se qualifier, mais voilà, ça n'arrivera pas. Donc Nice est éliminé. C'est tout pour ce point Coupe d'Europe du milieu de semaine. Nous passons au pari avec notre partenaire PMU.fr. PMU vous présente la séquence prono. Les paris, Florent, je n'ai absolument aucune idée de ce que vous avez fait le week-end dernier, mais vu que vous ne m'avez pas relancé sur notre discussion privée pour fanfaronner, j'ai peur que ça se soit mal passé. Est-ce que je me trompe? Oui, parce que j'ai fait 1 sur 2. J'avais joué avec 2 buteurs. J'avais joué
le but de Kolo Muani face à Marseille et ça ne s'est pas passé. C'était à 4,40 il me semble. Et j'avais aussi joué le but de Gouiri contre Dijon et ça s'est très mal passé pour les Niçois. Mais Gouiri a mis son penalty en fin de match et donc c'était coté à 3,20 et c'est passé. Voilà. Bravo. Donc, 1 sur 2. Raphaël. Non, ça s'est pas bien passé. J'ai fait 0 sur 2 parce que mes deux paris étaient Sassuolo-Inter, match nul. Bon, voilà. 3-0. Ouais. Et Chelsea-Tottenham, j'avais misé Tottenham 0-0. Donc, pas ouf. Celui-là aurait pu passer. Je pense que si c'était Kepa dans les buts, notamment la frappe d'Aurier, je suis pas sûr qu'il aille la chercher. Mais ce n'était pas pour cette fois-ci. Alors tu vas essayer de te rappeler, il y a de la Ligue 1, de la Première Ligue. On va commencer par la Ligue 1 Metz-Lyon. Oui, Metz-Lyon, avec un Lyon qui est en train de rattraper son retard avec expected goals par rapport à la réalité, notamment via Moussa Dembélé qui a enfin marqué. Metz qui de l'autre côté est une équipe qui concède pas mal d'occasions, même si c'est plutôt honorable par rapport à leurs joueurs. Ils sont dans la première partie de tableau. Ils ont d'un autre côté du mal à se créer des occasions. Ils sont dans le groupe Lorient, Metz, Reims, Marseille. Des groupes, des équipes qui se créent peu d'occasions. Donc je pars sur un pari Lyon avec handicap de -1 et c'est à 2,50, Christophe, je crois. Oui, je crois, je venais de changer de fenêtre, mais je crois que c'est à 2,50, absolument, c'est ça. Sachant qu'à en croire Understat, Lyon devrait être premier de Ligue 1, puisque c'est la 3e meilleure défense en expected goals, derrière Lille et Rennes, et la 2e meilleure attaque derrière le PSG. Alors, on peut revenir sur comment ils ont accumulé autant d'expected goals, notamment avec plein de petites occasions qui ne sont pas forcément très rentables. Mais, et les grosses de Toko Ekambi aussi. Oui. Mais, il en avait eu quelques-unes en début de saison. Mais ils ont quand même beaucoup de joueurs qui sont en retard sur les expected goals. Dembélé aurait dû marquer par exemple 4 buts. Aouar devrait être à 3, il en a que 2. Cornet devrait être à 1, il en a 0. Il y a pas mal de joueurs qui sont en attente. Toko Ekambi devrait être à quasiment 7, il n'est qu'à 5. Il n'y a que Depay qui en fait est à peu près dans ses temps de passage, et Kadewere qui est pas mal, qui est plutôt intéressant d'ailleurs, ce Kadewere, qui ressemble pas du tout au profil qui avait été annoncé, je trouve, par les mecs qui parlaient de Ligue 2, en parlant d'un attaquant de pointe sur qui tu vas t'appuyer et qui va occuper des défenseurs centraux. Je le trouve plus fin que Toko ou Dembélé. Bien plus fin même. Mais voilà, donc je me dis que la petite victoire à Metz avec 2 buts d'écart pour Lyon, vu les scores qu'ils ont mis récemment, notamment contre Reims, ça peut se jouer. Ton deuxième pari, c'est sur le match de ton équipe de cœur, Liverpool, qui reçoit Wolverhampton. Oui, et là je m'appuie une nouvelle fois sur les expected goals. Je ne crois plus du tout à mon feeling. Et je mise sur un joueur dont on a parlé dans le dernier épisode des 120, qui n'est pas encore diffusé. Du coup là je tease en fait dans le prochain épisode des 120, Roberto Firmino, qui lui aussi est en retard sur ses expected goals. Alors ça commence à devenir une habitude, mais là vu qu'il n'a pas joué beaucoup en Ligue des Champions, il est rentré à 20 minutes de la fin, j'imagine qu'il va jouer titulaire contre Wolverhampton, qui n'est pas une aussi bonne défense que lors des années précédentes. Ils étaient lors des années précédentes très bien classés, là ils sont en milieu de tableau. Liverpool à domicile est quand même plutôt rassurant. Fabinho est très performant à nouveau. Donc je mise sur un but de Firmino à 3-10, je crois. À nouveau, je suis encore dans le doute. Oui, mais c'est 3-10. Oui, c'est ça. C'était Paris, donc tu pourrais être un peu plus sérieux, mais oui, c'est bien 3-10. Parce que d'habitude, je les ai devant les yeux, mais comme là, en même temps, je suis sur Understat, j'arrive pas à traiter autant d'infos en même temps. C'est compliqué pour moi parfois. Roberto Firmino qui a 4,27 XG cette saison et seulement 2 buts. Et la saison dernière, il avait 9 buts pour presque 17 XG. Donc il est lui aussi en attente de buts. Et j'espère qu'il va aller les chercher ce week-end contre les Wolves. Très belle prononciation de nos amis les loups. Florent, tu m'as envoyé 3 paris, tu n'avais pas trop tranché. Oui. Je ne sais pas si tu as fini par trancher. Il y avait 2 matchs de Ligue 1 et un match de Liga, donc il y aura forcément un match de Ligue 1. Est-ce que tu pars sur Reims ou sur Montpellier ? Je vais partir, tu me mets le doute au dernier moment en me rappelant le pari Montpellier-Reims, mais je vais partir sur Reims. Parce que les buteurs la semaine dernière m'ont un petit peu réussi vu que j'ai fini
en bénéf grâce au but de Gouiri. Sachant aussi et connaissant les problèmes niçois en ce moment, qui les ont quand même menés jusqu'à une défaite face à Dijon, 3-1. Certes, il y a eu pas mal d'opportunités pour revenir. Je crois qu'aux XG, ils sont devant, mais ils sont devant plus en réaction après avoir encaissé les 2, voire les 3 premiers buts. C'est sur la deuxième partie du match qu'ils vont avoir le plus d'occasions. Donc, je me dis que face à Reims, qui a un petit peu relevé la tête après une période très compliquée pour se tirer de la zone rouge et se retrouver aujourd'hui juste au-dessus, mais qui a vécu quand même un week-end un peu compliqué face à l'Olympique Lyonnais avec une défaite 3-0, l'expulsion de Kassama. Enfin bref, ils n'ont pas forcément pu défendre leur chance. Et là, à domicile face à une équipe de Nice qui est largement prenable aujourd'hui pour eux, il va falloir qu'ils reprennent quelques points, puisque la dernière fois, ils se sont fait surprendre par Nîmes, quand même à la maison, avec une défaite 1-0. Et je me dis que ça peut être l'adversaire idéal donc, pour se relancer, d'autant que Nice va peut-être perdre aussi encore un peu d'énergie face au Bayer Leverkusen en semaine. Donc voilà, ça mise déjà sur la victoire de Reims. Et à côté de ça, le buteur, je prends simplement le joueur rémois qui est le plus à même de marquer en ce moment, c'est Boulaïdia, qui est, il me semble, le meilleur buteur du championnat, ou à égalité avec un autre joueur avec qu'il est deuxième derrière Mbappé, si je ne dis pas de bêtises. Peut-être qu'il est deuxième en effet. Je vais vérifier ça tout de suite. Mais voilà, le but de Boulaïdia et la victoire de Reims au bout du compte, c'est coté à 4. Et en effet, ouais, comme tu le disais, il est deuxième pour l'instant, juste derrière Mbappé qui est à 9, lui est à 6. Et je vais citer les 4 autres qui suivent, c'est Ben Yedder, Delors, Nian et Bouraki Yilmaz. Très bien. Mais donc, victoire de Reims et but de Boulaïdia, côté à 4. Ton deuxième pari concerne le match du Barça. Il me semble que c'est à Cadiz. C'est ça, le match du Barça face à Cadiz. Alors Cadiz qui avait surpris le Real Madrid il y a quelques semaines avec une victoire 1-0 au Bernabéu. Mais Cadiz qui, face aux autres gros de Liga, a eu quand même beaucoup plus de mal, puisqu'ils ont encaissé 4 buts, je crois, face à l'Atlético Madrid, et ils en ont pris aussi 3 face au FC Séville. Et à chaque fois, c'est des matchs où ils vont encaisser 2,21 XG face à Séville, 2,63 face à l'Atlético. Ils vont aussi en prendre 1,91 face à la Real Sociedad. Bref, à l'exception du Real Madrid qui s'est créé à peine un peu plus d'un seul XG face à eux, j'ai l'impression que face aux gros et aux adversaires qui ont des individualités, des joueurs qui sont capables de percuter, de faire des différences individuelles, j'ai l'impression que c'est une équipe qui peut vite exploser. Et or, le Barça n'en manque pas ces derniers temps. Ils sont quand même, si on oublie ce match totalement raté face à l'Atlético Madrid et perdu 1-0, c'est une équipe qui a mis 5-2 au Betis, qui a mis 4-0 à Osasuna sur ses 2 dernières sorties en Liga. Aux 2 à part le match face à l'Atlético, et à côté de ça qui vient d'en mettre 3 à Ferencváros et qui en a mis 4 face au Dynamo Kiev la semaine précédente. Donc en gros c'est une équipe qui commence à trouver, je pense, son rythme sur le plan offensif. On a parlé très rapidement de Griezmann qui recommence à faire des choses intéressantes après 1 an et demi à chercher une place. Ça c'est une bonne surprise. Il y a aussi d'autres joueurs qui, j'en ai pas forcément en tête, mais même Braithwaite commence à tourner et à enchaîner les buts. Donc voilà, j'ai l'impression que là, c'est en train de se mettre en place, et je serais pas surpris que face à Cadiz, il continue sur ce rythme et qu'il soit capable d'inscrire plus de 2,5 buts dans le match, vu que c'est ça le pari. Et la cote, il me semble, est à 2,46 exactement. Donc Barcelone, plus de 2,5 buts marqués, coté à 2,46. C'est original, 46, c'est pas 45. Ouais, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà. Ça va peut-être être amené à bouger un petit peu. Florent, l'épisode est fini. Qu'est-ce que tu peux nous annoncer sur les prochains jours, les prochaines semaines? Est-ce qu'il y a des choses qui t'inspirent? Pour l'instant, non. Il y en aura, mais pour l'instant, non. Nous, de toute façon, du côté du podcast Vue du banc, l'épisode 14 arrivera la semaine prochaine. Comme on le disait, on verra si on le fait au sortir des matchs de Ligue des Champions, ou si on attend la Ligue Europa, en effet, pour faire un peu un bilan global des phases de poule, de ce qu'on retient, etc. Mais c'est vrai qu'on aura pas mal de matchs quand même à visionner. On a fait le petit point tout à l'heure avec les matchs décisifs
S'il y a un gros qui passe à la trappe, ça vaudra peut-être le coup de faire un focus sur ce gros-là. On verra comment ça va se passer et on réagira en fonction. Du côté de nos abonnés sur patreon.com/vuedubansaga, il y a une FAQ qui va arriver et il y a d'autres nouvelles qui vont arriver aussi dans les prochains jours et assez rapidement. Donc voilà, à part ça, à la semaine prochaine. Ouais, c'est déjà bien. Et puis les choses vont se dérouler tranquillement d'ici la fin d'année civile. Et puis bon, ça vous fait un épisode de plus à écouter d'ici l'année prochaine. Non, la semaine prochaine. Nous ne sommes pas encore l'année prochaine. Raphaël, est-ce que tu as quelque chose à rajouter à toutes ces belles choses? Non, pas du tout. Bah tant mieux, ça me fait très plaisir qu'on puisse s'arrêter là-dessus. Merci messieurs, bonne semaine à toutes et à tous et rendez-vous milieu de semaine prochaine. Bye bye. Ciao. Salut. Cordialement. Vous avez tout compris grâce à ce podcast. C'est le moment de parier sur PMU.fr. PMU, que les meilleurs gagnent.